Vas-y. Donc, on va être ici en présence de pas mal de philosophes, en tout cas. Alberto est philosophe, spécialiste de philosophie politique. Il nous fait l'amitié d'intervenir depuis Sao Paulo. Il doit être 14 heures, j'imagine, par là, à peu près. Là-bas, il doit y avoir 4 heures de décalage. Et Alberto est un spécialiste du républicanisme anglais. Il a écrit beaucoup autour de ces questions-là. Et là, il va donc intervenir sur Harrington plus particulièrement et sur la question de la vertu et de la richesse chez Harrington. Et il va le faire en français. Il avait assisté à notre séminaire il y a quelques années, il était passé par la France, et depuis, on travaille ensemble. On a déjà publié un de ses textes également, qui était un texte critique autour de l'usage que pouvait faire Petit et Skinner de Machiavel. On verra que dans sa réflexion, il y a tout un rapport critique à ce qu'on appelle l'école de Cambridge, et qui était très intéressant, et qui rejoint d'ailleurs des questions qu'on avait pu poser autour des liens possibles entre Arendt, Pocock, l'école de Cambridge, et les usages d'un certain nombre de paradigmes. Voilà. Donc, Alberto, on te laisse la parole, et on te remercie encore d'intervenir de si loin pour venir discuter avec nous. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous pouvez me comprendre malgré mes fautes de prononciation et mon accent. D'abord, je veux remercier Annick pour l'invitation. C'est un plaisir de participer à ce séminaire et de partager des idées avec des collègues dont leur travail j'ai une grande admiration. Mon intervention propose un sujet qui n'est pas exactement dans les cadres du séminaire. James Harrington n'est pas un auteur du XVIIIe siècle, il n'est pas au centre des événements de la Révolution française. Cependant, il y a des études, par exemple de Rachel Rames, Raymond Mounier, Mireille-Isabelle Decroix, Pierre Lubert, François Castana, Pierre Cernat ou Christopher Ranel, entre autres, qui ont déjà montré la présence et l'influence des auteurs républicains anglais du XVIIe siècle, y compris Harrington, dans la France des Lumières et de la Révolution. Ainsi, j'espère que cette intervention, donc le sujet, Yannick a déjà dit, la relation entre vertu et richesse chez Harrington, peut vous intéresser d'une manière ou d'autre. Nous savons que John Pocock fait de Harrington une figure fondamentale du républicanisme anglais. Il lui accorde une place centrale dans l'anglicisation de ce qu'il a dénommé le langage de la vertu. D'après Pocock, ce langage, utilisé par les humanistes de la Renaissance italienne et surtout par Machiavel, a rétabli l'idée aristotélicienne selon laquelle l'être humain développe sa nature morale et politique lorsqu'il participe à une action collective dans la construction d'un ordre politique capable de faire face aux forces instables de la contingence. Ce même langage, d'après Pocock, a été repris par Harrington dans son projet constitutionnel d'une république agraire des petits propriétaires fonciers, autonomes, armés et dotés d'esprit civique, prêts à se battre pour leur liberté. L'image produite par Pocock est ainsi celle d'un auteur qui a préféré adopter les modèles de la cité ancienne au sein de laquelle régnait la vertu civique des libres tenanciers armés en détriment des nations commerçantes modernes, donc la multiplication des richesses représenterait un facteur corrupteur qui menacera la stabilité et la longévité de la République. Mon propos est de problématiser cette image. D'abord, en emphatisant quelques passages de l'œuvre de Harrington dans lesquels la base matérielle du gouvernement n'est pas la propriété foncière, mais les biens monétaires. L'intention, dans une première partie de l'intervention, est de rappeler que sa théorie sur les fondements socio-économiques du pouvoir politique est également adaptée aux nations commerçantes. Ensuite, je voudrais souligner dans une deuxième partie qu'il y a chez lui une conception des vertus liées aux ordonnances et dispositifs constitutionnels, qui est capable de maintenir la stabilité et la longévité de la République autant ou plus que la vertu des citoyens.
indépendamment du fait que la République soit agraire ou soit commerçante. Au début des préliminaires, nous savons des Commonwealth of Oceania, Harrington classifie les principes du gouvernement en deux genres. Les biens de l'esprit, c'est-à-dire les vertus qu'accorde l'autorité, et les biens de la fortune, c'est-à-dire les richesses qu'apporte la puissance ou l'empire. Nous pouvons déjà remarquer dans cette première phrase que richesse et vertu sont complémentaires dans la mesure où elles sont les deux principes matériels et moraux du gouvernement civil. Il s'agit alors de comprendre comment la vertu engendre l'autorité et comment la richesse produit l'empire sans que la vertu soit compromise par la richesse. D'après Harrington, l'empire à l'intérieur d'une nation s'y fonde sur les domaines, définis comme la propriété réelle ou personnelle, c'est-à-dire la propriété agraire ou monétaire. Encore que les domaines puissent s'exprimer de plusieurs manières, en terre, en marchandises ou en numéraire, la propriété foncière est prise pour exemplifier l'établissement de l'empire, peut-être parce qu'elle est un bien plus concret que d'autres biens. Lorsque l'empire se fonde sur la propriété foncière, le régime politique est déterminé, selon Harrington, par la proportion des possessions de territoire d'une nation, ce qu'il appelle la balance du domaine. À la suite de la typologie classique, trois possibilités sont énoncées. D'abord, si un seul homme possède la majorité du territoire, comme en Turquie, la balance du domaine est monarchique et l'empire est une monarchie absolue. Si un petit nombre d'hommes la possèdent, en partageant entre eux, comme en Espagne ou en Pologne, la balance du domaine est gothique et l'empire est une monarchie tempérée ou une espèce d'aristocratie. Parfois, si le peuple la possède, comme dans l'Angleterre de son temps, la balance du domaine est populaire et l'empire est une république. Ainsi, la balance du domaine détermine le régime politique, de telle manière qu'une variation dans la proportion provoque un changement inévitable de l'empire et du régime politique. D'après Harrington, dans le cas du recours à la violence, l'empire n'est plus naturel et le résultat est la tyrannie, l'oligarchie ou l'anarchie, en fonction du nombre de personnes qui contrôlent les armes, un, quelques-uns ou plusieurs. On peut voir que la corruption politique n'est ainsi pas regardée comme le résultat des motifs généralement évoqués dans la tradition républicaine, mais comme l'interférence de la force qui s'oppose à la balance du domaine. La corruption ne provient pas de la détérioration des mœurs ou d'une faute intrinsèque au gouvernement, mais de l'exercice du pouvoir par les armes en opposition à l'équilibre de la propriété. Hobbes est alors critiqué pour avoir réduit toutes les formes de gouvernement à l'épée, sans avoir rien dit sur celui qui la contrôle. L'argument de Harrington consiste à dire qu'il doit y avoir une main pour manier l'épée, sinon elle n'est que fer. Et que la main qui la tient, imposant la peur et l'obéissance, est l'armée d'une nation. Comme cette armée est une bête affamée qui doit être constamment nourrie, celui qui peut l'alimenter aura son contrôle et par conséquent les moyens coercitifs d'assurer l'obéissance politique. Les principes selon lesquels l'empire se fonde sur la balance du domaine est alors renforcé, car celui qui a la propriété contrôle l'armée et de cette façon possède les conditions pour exercer son pouvoir.
En cas d'un déséquilibre entre le contrôle de l'armée et la propriété, les résultats seraient l'instabilité politique, comme à Rome, où le peuple contrôlait l'armée et les nobles détenaient la plus grande partie des terres. Cette asymétrie prédisposait au conflit, engendrant des dissensions permanentes entre le peuple et la noblesse qui ont causé la fin de la République de Rome. D'après Harrington, afin de fixer la balance du domaine populaire et d'assurer la préservation de la République, il faut alors établir une loi agraire limitant les droits d'héritage pour mieux maintenir la répartition équitable de la propriété. Cette loi aurait été introduite par Dieu lui-même lorsqu'il partageait les terres de Canaan à son peuple. Elle fut postérieurement instituée par Licourt et d'autres législateurs anciens en vue de préserver l'équilibre de la répartition des terres entre les citoyens. L'établissement de la loi agraire ne visait pas un nivellement absolu de la propriété, mais une limitation de l'égalité économique par une répartition équitable telle qu'un homme ou un petit nombre d'hommes ne puisse pas avoir plus de terres que le peuple. En raison de son importance, elle est considérée par Harrington comme la première loi fondamentale d'une république. Les liens entre les régimes de propriété et l'Empire est alors illustré dans la seconde partie des préliminaires par l'histoire récente d'Océana, les miroirs fictionnels de l'Angleterre, retraçant l'origine du domaine gothique jusqu'à sa substitution par la balance populaire et conséquemment par l'établissement de la République. Pocock considère ces récits historiques comme cruciaux pour la compréhension de la pensée politique de Harrington. Il lui donne une importance décisive dans le cadre de son interprétation. Il souligne encore que ce récit est novateur en ce qu'il explique le déclin politique de la noblesse et l'ascension militaire et politique du peuple à partir de l'idée que la possession d'armes est fondée sur la propriété foncière. Ainsi, la notion machiavélienne, selon laquelle la citoyenneté s'y manifestait par la possession d'armes, est combinée avec une idée nouvelle. La possession d'armes s'appuie sur la propriété des terres. L'historien anglais reconnaît que Harrington avait connaissance de quelque chose qui était de l'ordre du commerce et qu'il savait très bien que Londres constituait un marché important pour les produits agricoles et pour l'achat et la vente de terres. Mais ce phénomène économique n'avait pas un rôle déterminant dans son explication pour les processus de dissolution de la balance gothique. Par conséquent, il ne devrait pas être pertinent pour l'analyse. Or, malgré la prédominance de la propriété foncière dans l'argumentation de Harrington, il faut rappeler qu'il mentionne d'autres façons d'établir l'empire. Par exemple, lorsque le territoire d'une nation est très petit ou lorsque les terres ne représentent pas un facteur économique important ou encore lorsque les richesses consistaient davantage en marchandises et en numéraire qu'en terres. Dans ces cas-là, l'empire se fonde sur des biens monétaires qui sont aussi une forme d'expression de la fortune. Harrington s'y réfère explicitement à l'Hollande et la Gênes, où la balance des biens monétaires est équivalente à celle des terres. L'unique différence soulignée est que la mobilité et la volatilité des biens monétaires rendent l'empire lui-même plus mobile, car il n'est fixé que, dans la parole de Harrington, sous les ailes du vent. Dans The Prerogatives of Popular Government, publié 2 ans après Océana, Harrington réaffirme que la balance des biens monétaires peut avoir
autant d'importance que celle des terres pour l'établissement de l'Empire. Il cite 3 cas. Là où n'existe aucune propriété des terres, comme dans la Grèce très ancienne, là où le territoire est trop divisé, comme chez les Israélites dans les temps bibliques, et là où la terre est trop restreinte, insuffisante pour nourrir la population, comme dans les nations commerçantes de Gênes et de Hollande. Ensuite, il illustre la relation de dépendance dans les nations où l'empire se fonde sur des biens monétaires. Il dit, par exemple, si 1000 livres par an suffisent pour qu'un homme ait un serviteur sous son commandement, c'est lui qui a 100 fois cette valeur peut avoir 100 serviteurs. Si cette valeur est ensuite multipliée par 1000, il peut avoir 5000 serviteurs. De cette façon, Harrington conclut que plus la propriété des biens monétaires est concentrée, plus le gouvernement se rapprochera d'une monarchie absolue. Et qu'au contraire, plus cette propriété sera dispersée entre les citoyens, plus il se rapproche d'une république. L'idée centrale est toujours que la répartition de la richesse en terres, en marchandises ou en numéraire détermine la nature du gouvernement et que le pouvoir politique a son origine dans la relation de dépendance. Ceux qui ne possèdent pas de propriété foncière ou monétaire dépendent pour survivre de ceux qui les possèdent et par conséquent, ils sont soumis à une volonté qui n'est pas la leur. De cette manière, pour établir et maintenir une république, il faut que les citoyens ne soient pas assujettis à la volonté arbitraire de quiconque. L'existence d'une république dépend de la répartition la plus égalitaire possible de la richesse entre les citoyens, de telle manière que la dépendance à l'égard d'autrui soit évitée et que la indépendance puisse être assurée. Dans la première partie des préliminaires, Harrington mentionne Aristote comme celui qui avait souligné les conséquences de la richesse immodérée dans une république, donc la structure égalitaire ne comporte aucune prééminence des citoyens. Cependant, la citation paraphrasée n'est pas totalement fidèle au texte que nous détenons de la politique. Aristote prévient contre un risque de changement de gouvernement lorsque les citoyens ont une prépondérance exagérée à l'égard d'autres citoyens, mais sans préciser que cette prééminence soit économique. Harrington soutient que Machiavel a également reconnu les mêmes problèmes de la richesse excessive dans une république. En effet, Machiavel affirme qu'une république doit être instituée là où existe une grande égalité entre les citoyens, parce qu'il est nécessaire de créer des corps politiques avec quelques proportions pour qu'ils soient durables. Mais l'égalité à laquelle il se réfère ne semble pas être celle de la richesse. En soulignant que la différence sociale admise n'établit pas un droit au privilège, Machiavel semble indiquer que cette égalité est plutôt politique. Tous les citoyens vénitiens peuvent occuper des magistratures indépendamment de leurs conditions sociales et économiques. Malgré l'interprétation problématique d'Aristote et de Machiavel, les points cruciaux à retenir est le principe selon lequel la liberté est l'absence de toute soumission à l'égard d'autrui, assurée par la propriété. Il faut avoir les moyens matériels manifestés par la propriété foncière ou monétaire pour être libre et indépendant. Harrington lit ainsi la liberté
à des conditions préalables d'ordre matériel. Dans une république, soit-elle agraire ou commerçante, l'égalité dans la répartition des richesses s'impose comme la condition à la liberté. Je cite Harrington, il dit « L'égalité des biens cause l'égalité de pouvoir. Et l'égalité de pouvoir est la liberté, non seulement de la République, mais de chacun de ses membres. » Fin de citation. Bon, je passe maintenant à la deuxième partie de l'intervention qui traite de la vertu. Si la réflexion sur l'Empire se concentre sur les fondements matériels du gouvernement, c'est-à-dire la balance de la propriété foncière ou monétaire, l'autorité va être traitée dans une perspective morale à partir de l'image de l'âme humaine. Dans un langage commun à son temps, Harrington affirme que l'âme humaine est objet d'un combat permanent entre la raison et la passion. Sa conduite par la passion a pour conséquence les vices et la servitude, ce qui engendre la honte et le mépris. Au contraire, lorsqu'elle est dirigée par la raison, le résultat est la vertu et la liberté, entraînant l'honneur et l'autorité. Par analogie, en utilisant la traditionnelle métaphore du corps politique, Harrington compare le gouvernement à l'âme d'une nation, également disputée entre la raison et la passion. Or, si le gouvernement est dirigé par la passion, les vices s'établissent et la nation est à merci de la tyrannie. Mais si elle est orientée par la raison, le résultat est la liberté. Je cite Harrington, « Si la liberté d'un homme consiste dans l'empire de sa raison, l'absence de cette raison le précipitera dans l'esclavage de ses passions. Donc, la liberté d'une république consiste dans l'empire de ses lois, et leur absence la livrera à l'ambition des tyrans. Ce sont les principes sur lesquels je conçois qu'Aristote et Tite Live ont fondé cette assertion qu'une république est un empire des lois et non d'hommes. Fin de citation. Donc, la liberté de la République dépend de l'empire des lois et l'autorité du gouvernement provient de sa vertu, acquise quand les lois établies expriment la raison. Harrington reconnaît que le problème consiste à savoir comment les lois deviennent l'expression de la raison en visant l'intérêt commun si les législateurs ne sont que des hommes motivés par leurs intérêts particuliers. D'abord, il réfute la conception rodésienne qu'il y a une opposition entre raison et intérêt, et que les hommes choisissaient toujours leurs intérêts, avec l'argument selon lequel la raison n'est rien d'autre que l'intérêt, puisqu'elle est le moyen qui permet aux hommes d'obtenir la satisfaction de leurs intérêts. Ainsi, l'intérêt n'est qu'un autre nom de la raison. Ensuite, Harrington postule qu'il y a des différentes raisons et conséquemment une distinction entre différents types d'intérêts. Il y a la raison privée, qui est l'intérêt particulier d'individus, la raison de l'État, qui est l'intérêt de celui qui exerce le gouvernement, et la droite raison, qui est l'intérêt de l'humanité. Entre ces différents intérêts, il y a une hiérarchie afin de prouver que l'intérêt commun est plus excellent que celui d'un particulier. Harrington cite un extrait de l'œuvre du juriste Richard Hooker, où se trouve l'idée selon laquelle, même parmi les agents naturels dépourvus de raison, il y a une loi qui les dirige vers les biens de l'ensemble,
dont ils font partie. Les références aux juristes britanniques servent à soutenir à la fois la supériorité de l'intérêt commun et l'existence d'une loi naturelle qui prescrit cette prééminence sur les intérêts particuliers. Ainsi, plus l'intérêt du gouvernement est proche de l'intérêt commun, plus il exprime la raison ou la droit-raison. Harrington avance que l'intérêt du gouvernement populaire est évidemment le plus proche de la droit-raison, car le peuple vise toujours l'intérêt commun, tandis que les rois et la noblesse visent seulement leurs intérêts particuliers. Mais encore faut-il démontrer que les lois établies dans un gouvernement populaire peuvent exprimer la droit-raison. En effet, il est nécessaire de prouver que les ordonnances d'un gouvernement populaire sont capables de conduire les hommes à se détacher de leur inclination la plus particulière et s'attacher à celle relative à l'intérêt commun. À ce moment-là, Harrington laisse de côté la réflexion sur les principes du gouvernement pour se concentrer sur les arrangements institutionnels qui peuvent apporter l'intérêt commun. La question est alors de savoir comment concilier la diversité d'intérêts particuliers et parvenir à l'intérêt commun. Si le républicanisme classique avait attribué un rôle primordial aux vertus des citoyens, Harrington, il semble, place ses espoirs dans des institutions capables d'assurer l'empire des lois. Le modèle constitutionnel proposé n'est pas l'intention de transformer les hommes et de leur imposer une vertu qui ne leur est pas naturelle. Il vise plutôt à instaurer un équilibre entre les parties du corps politique en empêchant l'apparition des factions qui en viendront à remettre en cause la stabilité de la République. Les moyens constitutionnels d'assurer l'intérêt commun dans un gouvernement populaire est illustré par la parabole des deux petites filles qui ont un gâteau à partager entre elles. Selon Harrington, la solution est fournie par la sagesse innocente d'une d'entre elles qui dit à l'autre « Divisez-les, je choisirai » ou « Laissez-moi les diviser et vous choisirez ». Si la proposition est acceptée, l'intérêt privé sera satisfait puisque chacune aura une partie du gâteau. Et l'intérêt commun sera également atteint puisque chacune aura une part équivalente à celle de l'autre. En effet, comme la fille qui va partager sait que l'autre choisira avant elle, elle ne divisera pas de façon inégale puisque l'autre pourra choisir les plus gros morceaux. Son intérêt particulier, avoir au moins la moitié du gâteau, la poussera à diviser proportionnellement afin d'obtenir une part égale à celle de la fille qui choisira en premier. Tout ayant conscience de leur intérêt particulier, qui est avoir une partie du gâteau, les deux filles s'imposent à elles-mêmes une règle visant l'intérêt commun. Lorsqu'elles parviennent à se mettre d'accord sur cette règle et la respectent, elles ont réussi à trouver l'intérêt commun en maximisant leur intérêt particulier. Selon Harrington, dans la sagesse de ces deux petites filles se manifeste tout le mystère de l'élaboration des lois civiles. Un langage politique divisé revient à distinguer et évaluer les différentes raisons par les débats et choisir
revient à sélectionner la meilleure raison pour une décision. Si dans une monarchie ou une aristocratie, les rois et la noblesse divisent, choisissent, c'est-à-dire débattent et décident, dans un gouvernement populaire, les débats et la décision doivent être séparés de telle façon que les lois décrétées puissent exprimer l'intérêt commun. Harrington reconnaît que si la séparation des fonctions était indifférente entre les deux filles, puisque chacune pouvait diviser ou choisir indistinctement, dans un gouvernement populaire, il faut attribuer ces fonctions aux plus compétentes pour chacune d'elles. À ses yeux, Dieu n'a laissé aucun doute sur cette attribution en distribuant l'humanité en deux ordres. Une aristocratie naturelle avec la sagesse et prudence d'évaluer les problèmes et de proposer des solutions, et les restants des hommes avec sa capacité à décider de la meilleure proposition pour tous. Ainsi, dans son modèle constitutionnel, le débat est attribué à un petit conseil, le Sénat, formé par les plus riches et sages citoyens, élus par un processus qui assure la sélection des plus éclairés par nature. Ce Sénat ne peut pas délibérer, puisqu'il ne représente que l'intérêt d'une petite partie de la République. Il doit seulement conseiller et proposer les lois. La décision appartient au restant des citoyens qui ont la tendance naturelle à choisir ce qui convient à l'intérêt commun, parce qu'ils sont capables de vouloir ce que toute la nation veut dans sa diversité. Mais comme il est difficile d'assembler tous les citoyens, la décision est de la compétence d'une assemblée de peuples, composée de représentants élus parmi les citoyens les plus expérimentés, de sorte qu'ils ne peuvent céder à l'autre intérêt que celui qui manifeste l'intérêt commun. Chacun de ces deux conseils est entièrement libre dans leur domaine d'action. Et le bon fonctionnement des institutions ne réside pas en une limitation réciproque, mais en une reconnaissance mutuelle des fonctions. Grâce à ce système bicaméral de la procédure législative, l'intérêt commun peut être l'objet de la loi lorsque la droit-raison prévue dans les débats et se trouve confirmée par la décision. Harrington propose encore un troisième ordre chargé d'appliquer la loi, dénommé simplement des magistratures, dont la forme et la composition s'adaptent aux différents types de républiques. Pour maintenir la vertu du système bicaméral, l'action de cette fonction exécutive du gouvernement doit être surveillée par le peuple, afin que la magistrature n'applique pas de manière arbitraire les lois établies. Donc, la République bien ordonnée est celle où, je cite Harrington, le Sénat propose, le peuple décide et la magistrature exécute. Fin de citation. Cet arrangement institutionnel est alors associé au régime mixte identifié par Harrington dans la constitution établie par la volonté divine pour la République d'Israël et postérieurement adoptée par plusieurs peuples, Sparte, Carthage, Rome et d'autres. Sans entrer dans les débats de savoir si ces modèles fait référence au régime mixte trouvé chez Aristote, mélange d'aristocratie du Sénat et de la démocratie de l'Assemblée du peuple, ou chez Polybe, un mélange des éléments monarchiques, aristocratiques, démocratiques, il faut souligner que la vertu de la structure constitutionnelle proposée dépend encore de la façon dont ces trois ordres sont établis et constitués. Je cite Harrington, il s'ensuit de tout ce qui a été dit
qu'une république égale est un gouvernement établi sur une balance égale dans la propriété et divisé en 3 ordres: le Sénat débattant et proposant, le peuple décidant et les magistrats exécutants. Et tous ces différents ordres selon une rotation égale produite par les suffrages du peuple donnés au moyen de la ballotte. Fin de citation. Ainsi, si la première loi fondamentale d'une république est la loi agraire, qui fixe et conserve la balance du domaine favorable au peuple, la deuxième est la loi électorale, qui institue les systèmes d'élection et de rotation pour tous les offices publics. De façon générale, les modes complexes d'élection suggérés combinent d'une part la distinction de l'individu selon son mérite, la élection, et d'autre part la loi de tirage au sort des électeurs chargés de sélectionner les candidats dont les noms sont soumis au vote des assemblées. Cette manière de procéder s'applique aux instances élues aux différents niveaux, les magistrats locaux, les membres du Sénat ou les membres de l'Assemblée du peuple. Et quelles que soient les distinctions sociales, tous les citoyens ont le droit de participer à tous les scrutins. L'égalité politique se traduit par l'accès universel au suffrage et la éligibilité, de sorte que tous les citoyens peuvent être appelés à une fonction publique. À côté du système électoral, le modèle constitutionnel prévoit encore la rotation, c'est-à-dire les renouvellements réguliers et périodiques des représentants élus. D'une part, la rotation a pour but de garantir la participation de tous les citoyens dans l'exercice de leurs responsabilités civiques. D'autre part, elle vise à empêcher que l'exercice des fonctions publiques soit une source de corruption. De cette façon, en permettant la participation de tous les citoyens et évitant les monopoles de l'exercice du pouvoir politique, la rotation complète la vertu du modèle constitutionnel. Pour conclure, ainsi, en ce qui concerne la vertu, celle des institutions forgées par les ordonnances constitutionnelles semble être autant ou plus efficace que la vertu des citoyens autonomes, armés et dotés d'esprit civique. Le plus important est l'équilibre social atteint par la correcte mise en pratique des dispositifs constitutionnels. Après tout, ce sont les arrangements institutionnels qui permettent aux citoyens d'acquérir les vertus indispensables pour vivre ensemble, respecter l'intérêt commun et défendre la liberté politique. En ce qui concerne la richesse, le problème n'est pas son origine, la propriété des terres ou des biens monétaires, ni son augmentation par la croissance économique, mais sa répartition disproportionnelle et sa concentration extrême. Ainsi, il faut que l'excessive inégalité économique soit évitée, de telle façon que les citoyens puissent vivre d'une manière autonome et indépendante. Seuls les citoyens libres et égaux peuvent partager effectivement les pouvoirs et l'autorité politique. Donc, l'image produite par Pocock me semble partielle et réductrice. La théorie politique de Harrington s'applique à la fois aux républiques agraires ou commerçantes. L'égalité relative dans la répartition des richesses étant la condition de la liberté, le problème est donc la richesse superflue ou concentrée et non la richesse elle-même. On ne doit pas oublier que l'inspiration du modèle constitutionnel pour Océana a été la riche république commerçante de Venise. Dans ce point de vue, peut-être les républicains français du XVIIIe siècle ont compris la pensée politique de Harrington meilleure que Pocock. Merci.
première remarque, la question de l'armée et de l'épée, telle que tu l'as présentée, Sharrington, fait clairement, enfin il me semble, fait clairement référence à la question de la New Model Army de Cromwell, plus généralement évidemment à la question de l'origine du pouvoir politique, bien entendu, mais qui renvoie quand même à la question d'un contexte particulier qui est justement celui de l'instabilité du Commonwealth. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a ici un reflet direct de l'instabilité du Commonwealth, en particulier après la mort d'Olivier Cromwell? Et quelle position Harrington a par rapport à la New Model Army? Ça, c'est ma première remarque, question. La deuxième remarque, question, c'est que la présentation que tu nous fais d'Harrington est bien plus intéressante que celle de Pocock, je suis parfaitement d'accord. Et il me semble qu'il y a beaucoup plus avec ton Harrington, il y a beaucoup plus de continuité avec les républicains du XVIIIe siècle qu'on pouvait l'envisager avec le Harrington de Pocock. Parce que non seulement les termes « Empire of laws, not of men », l'empire des lois et pas des hommes, c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment en Angleterre, ça va de soi, y compris au XVIIIe siècle d'ailleurs, mais également beaucoup chez les républicains américains. On la retrouve chez Adams, chez Jefferson, etc. etc. En particulier, il me semble que Adams reprend cette idée d'aristocratie naturelle, et notamment dans les projets de John Adams visant à instituer un Sénat différent de celui de la Constitution américaine, puisque dans la Constitution américaine de 87, le Sénat est le représentant des États et la Chambre des représentants est le représentant de la population. Mais Adams, dans plusieurs de ses textes, explique que cette répartition n'est pas satisfaisante, qu'il faudrait plutôt avoir un Sénat qui soit l'expression, justement, de l'aristocratie naturelle. Donc, c'est la deuxième question que je te pose, c'est est-ce que, à ta connaissance, il y a un lien direct entre Harrington et Adams sur cette question-là? La troisième remarque, c'est que finalement, ton interprétation retire d'une certaine manière Harrington au pseudo-marxisme dans lequel il a été, au pseudo-pré-marxisme, si j'ose dire, dans lequel il a été enfermé pendant un moment, ou une espèce de marxisme agrarien, ou que sais-je encore, et que ton Harrington va beaucoup plus dans le sens du républicanisme démocratique tel qu'il se modifie et s'impose, notamment chez les républicains français et américains au XVIIIe siècle. Voilà, donc trois réflexions. Soit tu peux rebondir sur ces réflexions, soit on peut donner la parole à ceux qui veulent la prendre. Christine, Yannick, Benoît, si vous avez besoin de prendre la parole, vous ouvrez votre micro, sauf Christine qui l'a laissé ouvert. Donc, voilà. Alors, je pense que tu avais des questions assez longues et plutôt complexes. C'est mieux qu'Alberto réponde au fur et à mesure, je pense. D'accord. Je préfère aussi. D'accord. Parfait. Bon, d'abord, je pense que vous avez raison. L'idée de l'importance de l'armée, c'est lié à l'instabilité de la Commonwealth qui traverse toute la décennie que l'Angleterre a été une république. On ne peut pas oublier que Harrington a publié son œuvre principale, la Commonwealth of Oceania, en 1656. C'est le moment où est convoqué le premier parlement pendant le régime républicain. Donc, il y avait quelques rumeurs de que Cromwell avait l'intention d'être couronné roi et d'un retour à la monarchie. Donc, cette situation, ce premier parlement, a été la principale raison pour Harrington publier son œuvre avec cette intention de proposer un modèle constitutionnel qui empêchera le retour de la monarchie.
Et une manière d'empêcher le retour de la monarchie, c'est retourner à cette new model arm des guerres civiles. Donc, vous avez complètement raison. Je suis d'accord avec toi, avec vous, avec cette première question. La deuxième question, je ne suis pas un spécialiste dans les républicanismes anglais, dans les périodes de la Révolution américaine, mais où je peux comprendre, il y avait cette continuité très, très claire entre Harrington et quelques révolutionnaires américains et les pères fondateurs de la nation américaine. Et il y avait non seulement de cette idée républicaine de l'Empire des lois et d'autres, qui sont des... Bon, c'était un conjoint, un ensemble de principes communs au républicanisme. Par exemple, ces modèles constitutionnels bicaméral, la formation d'un Sénat avec une aristocratie naturelle qui est défendue par Adam et d'autres Américains. Je pense que les modèles, c'est la Commonwealth Senate de Harrington. Il y a beaucoup d'études qui montrent que Harrington est aussi lu que Locke par ses auteurs américains. Donc, il y avait la lecture de Harrington par ces révolutionnaires américains et je n'ai pas de doute qu'il y avait cette utilisation de modèles proposés au Sénat dans l'architecture proposée de la Constitution américaine. Donc, l'influence, je pense que c'est très direct et très, très marquant. Je n'ai pas compris la troisième question parce qu'elle coupait les sons. Vous parlez d'un proto-marxisme de Harrington. Ici, Harrington a été, on peut dire qu'il est le défenseur d'un républicanisme démocratique, c'est ça? Ce que je disais, c'est que il y avait une interprétation, il y a 40 ou 50 ans, de Harrington comme un penseur, entre guillemets, pré-marxiste, dans la mesure où il fondait la société et les institutions sur la base de la répartition de la propriété. Donc, il a été présenté comme une espèce de pré-marxiste. Et je trouve que ton Harrington à toi, bon, d'une part, met de côté ce truc-là, mais surtout rapproche plus Harrington, finalement, des républicains démocratiques du XVIIIe siècle. Parce que chez Pocock, j'ai quand même un peu l'impression que Pocock tend à dissocier Harrington des républicains démocratiques du XVIIIe siècle. Bon, par exemple, il ne parle pas de Paine, Pocock, et quand il parle de Jefferson, il ne fait pas le lien directement avec Harrington. C'est ça que je voulais dire. Bon, pour moi, bon, c'est sans doute, il y a cette proto-marxisme chez Harrington, c'est évident, ces relations entre les fondements socio-économiques du pouvoir politique, ça c'est évident. Et à mon avis, je ne connais pas aucun auteur avant Harrington à faire ça. Même s'il cite Aristote et Machiavel, je ne suis pas d'accord avec Harrington qui avait cette même analyse chez Aristote et chez Machiavel. Je pense que c'est une grande nouveauté de Harrington faire cette liaison entre la distribution de la propriété et le régime politique. Pour moi, peut-être, donc, je ne sais pas si c'est l'impression de mon texte, mais je pense que le républicanisme de Harrington est plus aristocratique que démocratique, parce qu'il avait cette idée d'une aristocratie naturelle. Ce n'est pas n'importe quel citoyen qui peut accéder au Sénat, parce que pour accéder au Sénat, il faut avoir une quantité de propriétés. Il faut avoir dans les structures sociales une position sociale très élevée. Donc, bon, c'est une assemblée du peuple qui décide, bien sûr, mais il a un rôle important dans le Sénat. Et je pense que plutôt c'est un républicanisme aristocratique
que démocratique. Il y a des avances, bien sûr, mais ce n'est pas les républicains démocratiques de Machiavel, par exemple. Pour moi, il y a un républicanisme démocratique chez Machiavel, mais pas chez Harrington. Parce que, justement, j'ai écrit un texte qui a été publié il y a 2 ans, peut-être, enseignant, démontrant que, et j'ai dit ça dans ce texte que j'ai écrit, dans une autre communication que j'ai faite à Lyon l'année dernière, que ces auteurs anglais, Needham, Harrington et d'autres, ont utilisé les arguments de Machiavel, mais sans son fondament. Donc, il y a un langage machiavélien, des arguments en défense de la République sont machiavéliens, mais sans fondament. Par exemple, la garde de la liberté, qui pour Machiavel, ce peut être le peuple. Donc, ces auteurs ne traitent pas de cette garde de la liberté pour le peuple. Même les idées des conflits, c'est très important chez Machiavel. Et ces auteurs, Harrington, Needham et d'autres, ont une répuce pour les conflits. Donc, son républicanisme, c'est plus les républicanismes classiques de Cicéron que les républicanismes de Machiavel. Il y a un langage superficiel dans son argument. Ils utilisent les arguments de Machiavel, mais sans ses fondements. Donc, je pense que pour moi, le républicanisme de Harrington est plus aristocratique que démocratique. C'est mon impression. Et moi, je voulais rebondir là-dessus par rapport à ce que tu dis et la question de Marc. Et par rapport au titre de ta communication, je me demandais dans quelle mesure il n'y avait pas chez Harrington, par rapport à ce que tu dis, par rapport à la classe des cavaliers qui forment le Sénat et à la classe de l'infanterie qui forme l'Assemblée populaire. Je dis ça de mémoire, je ne connais pas très très bien Harrington, mais il me semblait qu'effectivement, il y avait une distinction en termes de fortune, en termes de revenus. Et donc, dans quelle mesure, chez Harrington, la vertu n'est-elle pas aussi dans la richesse ? Le fait d'avoir une certaine fortune donnerait d'emblée une position vertueuse à un personnage qu'il n'a pas, finalement, s'il n'a pas accès à ce niveau de fortune. Oui, comme puritain, je pense que Harrington pense cette relation entre richesse et vertu. Les plus riches sont les plus vertueux parce qu'ils sont avec son travail. Je ne dis pas dans cette communication, mais il y a dans les textes, Harrington, il pense comme Locke que c'est le travail qui légitime la propriété. Donc, c'est le travail qui donne le titre de légitimité de la propriété. Donc, il y a ces liens entre si un citoyen est riche, c'est pourquoi il est vertueux. Donc, je pense, oui, qu'il y a cette relation. Je ne sais pas si le lien entre travail et propriété implique d'emblée une vertu politique. Tu peux avoir un rapport entre travail et propriété qui n'engage pas une vertu politique. Mais Thomas Paine, par exemple, pense que travail et propriété peuvent être associés, mais le fait d'être propriétaire n'engendre pas automatiquement une vertu politique. Robespierre, c'est pareil. En revanche, chez Boissy d'Anglas, tu as effectivement le syllogisme complet qui nous enverrait du travail jusqu'à la vertu politique. Mais il n'y a pas accord sur ce lien, et ce lien n'est pas forcément automatique. Oui, mais je pense que chez Harrington, ou Locke, ou d'autres auteurs anglais puritains, il y a la différence, c'est que justement Paine et Robespierre n'est pas puritain. Donc, on peut avoir ces liens entre travail et propriété sans avoir l'autre lien avec la vertu. Mais je pense que pour Harrington, Locke et d'autres auteurs anglais du XVIIe, puritains, il y a ces liens. Donc, c'est une épreuve de la vertu, être propriété. Et plus avoir propriété, plus vertueux est le citoyen. Tu as ça chez Locke également. Parce que la question de la vertu politique
associé à cette dimension du travail de la propriété chez Locke. Ouais, je pense oui. Tu Bon, penses? ouais, mais Locke n'est pas traité directement sa question. Non, c'est pour ça. Ouais. Ouais, il ne traite pas directement. Mais je dis à cause de cette idée qui avait, c'est commun à son époque, c'est pendant cette culture puritaine du XVIIe siècle anglais qui associait la propriété avec la vertu, parce que c'est le travail qui donnait la propriété, c'est le formant. Donc, c'est comment cette époque. Mais Locke, il écrit, je ne sais pas s'il y a quelques lieux, mais je ne dis pas aucun lieu, cette relation qui est pour moi, comme tu as bien noté, chez Harrington. Chez Harrington, ça paraît clair. Chez Locke, c'est vrai qu'elle ne l'est pas forcément. Excuse-moi, Christine, Marc, je te laisse faire la distribution. Moi, je voudrais dire deux mots quand même. Christine, juste une seconde. J'ai juste une question complémentaire. Ouais, je suis pas sûr que Locke soit. Je suis pas sûr qu'on puisse placer Locke autant en continuité que ça avec le puritanisme. Faudrait en débattre. Je crois qu'il y a quand même une espèce de basculement dans les années 1680 où ça devient, où le puritanisme au sens des années 1640 c'est quand même bien transformé dans les années 1680. Voilà. Je finis ma parenthèse et je donne la parole à Christine. Moi, je suis d'accord avec toi, Marc, mais quand je dis l'influence du puritanisme en Locke, je dis par exemple l'idée des lois naturelles qui est déterminée par Dieu, cette idée d'un Dieu très présent dans la pensée de Locke. Mais bien sûr, il y a une différence entre le puritanisme des années 60 et de la fin du siècle, quand Locke écrit. Bon, moi, je voudrais dire une chose, vous m'entendez? Oui. Je voudrais dire une chose, c'est que d'habitude, on n'établit pas de relation entre la Révolution française et Harrington. Skinner et Pocock ont superbement ignoré la Révolution française. Et moi, j'ai fait les archives, j'ai publié les archives de la BCIS. Et la BCIS, révolutionnaire quand même s'il ne plaît pas beaucoup ici, la BCIS, j'ai retrouvé des citations d'Harrington, mais vraiment mot à mot, hein, sans dire que c'était d'Harrington, et mot à mot par rapport à la traduction de l'époque. Parce qu'apparemment, CIS ne lisait pas l'anglais, surtout lire l'Océana en anglais, c'est très, très difficile. Moi, je ne pense pas qu'il pouvait pouvoir lire. Mais il avait lu tout ce qui avait paru en français sur le sujet. J'ai retrouvé dans ces ces fragments publiés chez Champion, là que j'ai publié chez Champion, la parabole des petites filles. J'ai trouvé plusieurs citations, et notamment sur le régime mixte qui intéressait beaucoup CIS. Et moi, j'ai fait des relations avec Polybe aussi, etc. Bon. Donc, quand j'ai fait cette intervention, c'était un colloque organisé sur Harrington en 2016, je crois, en 2016. Et il y a un Anglais, Sean Usher, je me souviens plus, de Cambridge, qui a poussé des cris. Enfin, j'ai reçu des emails sur email en me disant c'est pas possible, Harrington n'a aucun rapport avec CIS, avec la Révolution française, etc. Bon, moi je l'ai laissé faire. J'ai publié mon texte d'ailleurs chez des Anglais, Philosophical Enquiries 2017. Et l'article est sur CIS et Harrington. Donc, moi, vous voyez, ce n'est pas une question, c'est savoir s'ils avaient lu ce qu'ils ont fait avec ou pas. Voilà, c'est juste ce qui m'intéresse. Je ne prétends pas balayer toute l'histoire de la philosophie politique en 5 minutes. Donc, il me semble que c'est important de relier, je ne sais pas si vous l'avez fait déjà, relier certains protagonistes de la Révolution française à la pensée, mais des liens directs à la pensée d'Harrington. Avant de donner la parole à Alberto, Alberto a cité tout à l'heure Rachel Hammersley, qui a fait le lien. Et puis,
évidemment, il y a Raymond Monnier qui a quand même beaucoup parlé. Non, non, tu ne peux pas dire ça. Parce que Raymonde, elle l'a fait, mais elle l'a fait avec des noms. Elle dit, il connaissait X, il connaissait Z, etc. Ça, c'est pas une histoire conceptuelle par rapport à quelqu'un qui imagine une forme de gouvernement. Raymonde, elle n'a pas fait ça. Je le sais, je la connais très très bien, j'ai participé plus ou moins à des discussions avec elle à ce moment-là. Donc voilà, mais elle a transgressé quand même quelque chose, Raymonde. C'est vrai qu'elle a transgressé l'idée que la Révolution française venait juste des Français, pour tout dire rapidement. Raquel Armsley, comme disait Alberto au début et comme vient de le rappeler Marc, Raquel Armsley a largement traité ce sujet. Elle a essayé de voir dans quelle mesure le modèle constitutionnel d'Harrington avait pu être utilisé par, je ne sais plus comment il s'appelle, cet acteur qui était assez proche des Cordeliers d'après elle, qui emprunte directement à Harrington. Donc il y a des éléments qui ont été faits, bien sûr. Mais je laisse la parole à Alberto pour qu'il puisse... Non, mais sur CS, ça n'a jamais été fait avant moi. Non, tu as raison. Et d'ailleurs, j'ai pensé à toi en entendant Alberto quand il fait référence à la séparation entre le débat et le vote. On pense aux institutions de l'an 8, voilà. Avec le tribunat et le corps législatif. On est là de ce point de vue-là chez CIS. Alors, je ne sais pas si c'est une spécificité d'Harrington de séparer débat et vote, mais c'est sûr que c'est un élément qu'on retrouve chez CIS. Alberto, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, merci Christine pour cette intervention. Malheureusement, je ne lis pas. J'ai travaillé le républicanisme anglais pendant 10 ans jusqu'à 2018. Quand j'ai publié mon dernier livre sur le républicanisme anglais, c'est sur Sydney. Après, j'ai commencé ma recherche sur le néo-républicanisme de Petit et Skinner. Je suis allé à Paris en 2019 et quand je suis à Paris en 2019, j'ai trouvé ces articles des collègues français qui travaillaient cette influence du républicanisme anglais, John Newton, Sidney, Harrington, dans le républicanisme français. Et je suis ravi de trouver ces textes, donc je lis seulement les interprètes des collègues français qui travaillaient sur ces sujets. Malheureusement, je n'ai pas lu des textes des auteurs français du 18e. C'est une des raisons que je connais Yannick, c'est que je m'intéressais pour les séminaires qu'il a, c'est le désir de connaître un peu plus des auteurs français du XVIIIe siècle, le républicanisme français du XVIIIe siècle, qui pour moi c'est très, très, très riche, plus riche que le républicanisme anglais, et déprécié pour le néo-républicanisme. Une des critiques que j'ai à Petit et d'autres néo-républicains, c'est laisser de côté le républicanisme français. Ce n'est pas considéré des auteurs. J'ai une hypothèse, et mon hypothèse, c'est que le républicanisme français, il prend le social au sérieux, les problèmes sociaux au sérieux. Ce n'est pas les désirs des petits, ce n'est pas les désirs des néo-républicains. Donc, il évite de parler de républicanisme français, de parler des Mably, des CIS et des autres auteurs. C'est dommage pour eux. C'est dommage. Je suis ravie de votre réaction parce que c'est vrai que moi j'ai été souvent, enfin à un moment il y a 20 ans presque, un peu invitée par Skinner, etc. Moi je faisais mon truc sur la Révolution française, j'étais toujours un peu ébahie. Ils continuaient à m'inviter, j'ai jamais su ce qu'ils prenaient ou ce qu'ils prenaient pas, mais ils m'ont même publié. Mais c'est tout. Vous savez, c'était très... les relations étaient très très distantes finalement, et avec les Français en général de toute façon. Et j'ai même été à la Shakespeare Library où il y avait Pocock qui siégeait là en permanence. J'étais invitée là-bas, c'était surréaliste par rapport aux Français. Bon, il y a une espèce de gallo-phobie qui c'est pas de la part de Skinner, parce que Skinner parlait un français parfait, mais Pocock, il est vraiment là-dessus. Alors, ça doit l'influencer un peu dans sa recherche. Et c'est vrai que sur la Révolution française, il est très sommaire.
D'ailleurs, c'était inexistant. En tout cas, merci. Je voulais vous le signaler ça. Et puis, ça m'intéresse. De toute façon, j'espère que vous avez un papier là qui va être publié et que je vais pouvoir lire à tête reposée parce que c'est quand même plus facile. Merci. Merci. Benoît, ton micro est coupé. Benoît. Oui, j'avais une question, c'était pour revenir sur la première, la loi fondamentale dont vous nous avez parlé, la loi agraire. Je voulais savoir dans quelle mesure est-ce qu'elle prône l'égalité? Est-ce qu'il s'agit d'une égalité parfaite, arithmétique, et est-ce qu'il s'agit de contenir l'accumulation? Il s'agit d'empêcher qu'on dépasse cette égalité initiale? Alberto? Merci Benoît pour la question. Oui, la loi agraire vise à empêcher les inégalités. Ce n'est pas instaurer l'égalité pleine, l'égalité totale, mais empêcher la déségalité. Son but, c'est plus maintenir la proportion entre les citoyens de la propriété et pas diviser la propriété également, mais maintenir une proportion de manière que ces terres ne peuvent avoir rendre dans les mains de quelqu'un, mais dans le peuple. Donc, c'est une loi qui elle est prévue, par exemple, l'héritage. Elle évite que l'héritage fait une concentration des terres dans les mains de peu de hommes. Donc, c'est plus une loi qui vise la stabilité des choses comme sont, c'est éviter l'accumulation, c'est pas instaurer l'égalité totale, mais c'est éviter une disproportion. Ça, c'est le but de cette loi agraire. D'ailleurs, ça ressemble à certains aspects de la pensée de Robespierre sur le rapport à la richesse ou à la propriété. Ce n'est pas la richesse en elle-même qui est un problème, ce n'est pas le fait d'avoir et de posséder qui est en soi un problème, c'est d'avoir une certaine richesse par rapport à ce que d'autres n'ont pas. Donc, c'est toujours pensé dans un rapport social, hein, et pas simplement comme une entité qui serait autonome en soi. Robespierre n'est pas contre la propriété, il n'est même pas contre la liberté économique. Il est contre un rapport à la propriété, à la richesse qui entrave en fait la liberté de l'autre. Donc c'est toujours une question. Et Marat est exactement dans le même type de discours. C'est assez commun à la montagne. On a souvent focalisé sur la propriété en tant que telle. Robespierre est pour la propriété, son objectif, et les montagnards, l'objectif c'est de fonder des petits propriétaires, mais c'est pas ça. C'est une erreur de cible en fait, hein. C'est une erreur de perspective, hein. Et on retrouve ça dans ce que tu dis chez Harrington. C'est intéressant parce que ça déplace la question et ça ouvre des possibilités qui, comme le disait Marc, nous donnent une certaine finesse de cette pensée républicaine qui n'est pas complètement enfermée dans des visions très simplistes, en fait. Et comme disait Marc, ça ouvre, hein, cette approche. Donc, on a là des éléments assez proches de la pensée montagnarde, qui est, à mon avis, quelque chose que l'on doit pouvoir suivre dans ce rapport des républicains à la propriété, à la richesse, tel qu'il se construit visiblement d'après toi, à partir d'Harrington au XVIIe siècle. Il ne semblerait pas que ce soit fondamentalement quelque chose qu'on trouve avant. En tout cas, il me semble qu'il y a une continuité assez claire, hein, et qui nous fait sortir justement du schéma pocockien standard qui est très appauvrissant en fait de ces questions-là. C'est une remarque au passage. Je ne t'entends pas, il y a un bruit qui... C'est éviter la concentration pour éviter la dépendance. Parce qu'il y a des concentrations, il y a des dépendances, il n'y a pas de liberté. Donc, ces lois, c'est pour maintenir la liberté.
Il y a cette idée voilà, il y a cette idée du monopole. Il faut éviter les monopoles. On a le même discours hein, pendant la Révolution. Oui, à la différence près, c'est que, Alberto, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais le concept de propriété chez Robespierre, comme chez Madison et Jefferson, je l'avais montré dans un article, intègre non seulement la propriété foncière, mais aussi la propriété mobilière, c'est ce que tu l'as dit, mais aussi d'autres propriétés, puisque par exemple, pour Robespierre, le salaire d'un ouvrier, c'est sa propriété. Pour Madison, la liberté religieuse est une propriété, etc., etc. Mais je pense que chez Harrington, il n'y a pas cette dimension-là. Il me semble hein, que c'est vraiment soit la richesse foncière, soit la richesse mobilière, mais qu'il n'y a pas cette conception générale de la liberté, pour employer le terme de Locke, qui étend en fait très, très, très loin les bornes de ce qu'on appelle la liberté. Parce que chez Robespierre, c'est très clair. Chez Madison aussi, je l'avais montré sur le site révolutionfrançaise.net, j'ai traduit en français un petit article de Madison qui date de 1792, où il dit le droit à la propriété, c'est aussi la propriété des droits. C'est-à-dire que, c'est une belle formule, c'est-à-dire que pour Madison, les droits de l'homme sont une propriété de l'homme. Voilà, donc le terme de propriété est étendu. J'ai l'impression, en tout cas chez Madison, chez Jefferson ou chez Robespierre, le terme de propriété est étendu très, très, très largement au-delà de ce qu'il y a chez Harrington. Bon, ce qui n'est pas étonnant. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Chez Harrington, le concept c'est trop restreint. C'est la propriété foncière ou monétaire. Il n'y a pas cette idée plus spondue de propriété. Benoît Oui, non. Là, pour le coup, chez Locke, on a un concept de propriété qui est très étendu aussi, qui implique la vie, l'intégrité physique et même la liberté. La liberté de faire tout ce qui ne nuit pas aux autres, ça fait partie de ce qu'il appelle propriety. Quoi. Oui, c'est l'idée. Robespierre a la même expression, il parle d'idée générale de propriété. On trouve le même terme chez Locke et chez Robespierre. Absolument. Je pense que même si tu ne connais pas bien les Américains, Alberto, tu devrais jeter un œil quand même un peu sur Madison, Jefferson, ça t'intéresserait, je pense. Oui, il faut. Même si ce n'est pas ton objet. Hein. Ouais, les problèmes, c'est les temps. Oui, bien sûr. Oui, il faut jeter un œil sur CIS, sur Marie, sur Madison, mais les problèmes, c'est les temps. Maintenant, je lis seulement petit des autres néo-républicains qui sont moins intéressants que Madison et que CIS et que Mably, bien sûr. Notre remarque, Jean-Baptiste, peut-être, Eduardo, vous n'avez pas pris la parole, comme vous voulez? Non? Moi, j'avais une remarque d'ordre très général qui, alors la réponse va peut-être pas être simple, mais donc tu travailles à la déconstruction en fait du néo-républicanisme. Tu travailles aussi en quelque sorte, je le disais un peu en introduction, à la déconstruction de l'école de Cambridge. Est-ce qu'avec le recul que tu as, bon, à travers Harrington, mais peut-être à travers d'autres auteurs, hein, est-ce que tu pourrais essayer d'expliquer la construction d'Harrington par Pocock ou leur reconstruction de ces personnages? Quels sont les enjeux qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces oublis, derrière ces manières de traiter ou d'oublier ce qu'il y a dans les textes? Quels sont les enjeux en fait, peut-être scientifiques, peut-être aussi des fois politiques, qu'il y a dans ce travail de fabrication d'Harrington, mais au-delà, chez Pocock et chez tous tes penseurs de l'école de Cambridge? Yannick, ta question est simplement en raison des recherches. C'est très intéressant. Jusqu'au moment, ce que je peux essayer de dire, c'est qu'il y a une thèse de Pocock bien connue des deux langages, de cette clivage entre un langage de droit et un langage de la vertu. Il prend ce clivage
il projette ces clivages dans les auteurs du XVIIe siècle. Donc, notre ami Christopher Ramel déjà montré que ces clivages, c'est faux dans les cas de John Milton ou de Arnold Sidney, qui sont les deux auteurs qui en même temps, il y a un langage des droits et un langage des vertus. Ce n'est pas excludant. Mais Pocock, il a fixé ce cadre historique de ces deux langages. Il fait tout pour réussir à cette interprétation. Donc, il fait une construction, par exemple, pour prouver qu'il avait ce langage de la vertu, il prend seulement Harrington, mais il oublie d'autres républicains comme Sidney. Et après, Skinner, son camarade, son continuation de cette école des Kremlin, il prend Sidney, mais avec la même grade interprétatif de Pocock. Donc, je pense que c'est une tradition qui est bien réussie dans notre moyen académique, malheureusement, mais qui, c'est à cause de ça. Mais ta question, c'est un horizon des recherches. C'est très important. Je pense que c'est la question des fonds. C'est la question que je cherche à répondre. Pourquoi ces auteurs, ces historiens ont concédé l'histoire comme ça? C'est un récit histoire, un récit que je pense qu'il y a des problèmes, beaucoup de problèmes. Vous avez parlé de la richesse foncière, de la possession de richesse de manière générale. Et la question que je me posais, c'est dans le républicanisme d'Harrington et dans ce qui conditionne, selon lui, la liberté, est-ce qu'il évoque des choses relativement à l'instruction et à la nécessité de détenir un savoir, des connaissances, d'avoir une instruction minimale pour pouvoir détenir justement la liberté et participer à l'élaboration des lois de la cité? Merci pour la question. Et ce que j'ai déjà lu, je ne trouve pas cette préoccupation avec l'instruction, l'éducation, la formation des citoyens pour la culture, pour accéder un anachronisme, ça. Ouais, je ne connais pas cette... Moi non plus. Moi, je voulais revenir sur tu évoques la question de la loi naturelle et donc qui permettrait de définir chez Harrington ce qui serait l'intérêt commun. Est-ce qu'il y a des éléments plus précis? Est-ce que c'est Dieu qui est derrière? Quelle est sa lecture de ce qu'il appelle loi naturelle? Parce que je n'ai pas l'impression, en tout cas c'est pour ça que Pocock l'a choisi, parce que justement, c'est pas un théoricien du droit naturel, et donc il est dans la vertu, il n'est pas dans le droit. Mais est-ce que là, on a le symptôme d'une interférence, et est-ce que tu aurais des éléments plus précis autour de cette notion de loi naturelle chez Harrington? Non, Yannick. En vérité, l'expression, c'est la mienne, ce n'est pas de Harrington. C'est moi qui dis qu'il prend Hooker, cette renommée juriste britannique, pour prouver qu'il y a quelque chose comme loi naturelle. Cette expression, c'est la mienne, ce n'est pas de Harrington. Je ne connais pas aucune réflexion sur les droits naturels, sur la loi, et c'est une des raisons pour laquelle Pocock a pris Harrington comme son modèle de républicanisme anglais, parce que justement, il n'y a pas, il sert pour cette clivage, parce qu'il n'y a pas dans Harrington un langage des droits, il y a seulement un langage des vertus, mais pas comme Pocock pense, je crois. Ce n'est pas un langage des vertus comme chez des humanistes civiques. Ce n'est pas le même langage des vertus. Harrington, oui, chez Harrington. Oui. Ce n'est pas le même langage de la vertu chez les humanistes civiques de la Renaissance italienne. Harrington parle quand même de common law. Oui,
Oui, il parle, et bien sûr, The common law. c'est la référence principale pour la pensée juridique anglaise, la common law, mais il utilise des juristes de common law comme Edward Coke, comme Richard Hooker, mais il n'est pas une réflexion sur les droits naturels, sur la loi naturelle, ou des choses comme ça, comme chez Locke, par exemple, ou chez Sidney. Il n'y a pas cette réflexion. Oui, chez Sidney, c'est beaucoup plus évident. Oui. Et donc, pour revenir sur ce que tu disais là, dans cette section de loi naturelle, en fait, qui est ton expression, il y avait dans le prolongement, tu disais qu'en fait, le peuple vise toujours l'intérêt commun. Et on retrouve chez Robespierre l'idée que le peuple est naturellement vertueux. Est-ce que chez Harrington, le peuple est une donnée, ou est-ce que c'est comme chez Robespierre quelque chose qui est une construction, d'une part, et est-ce qu'il a une définition, on va dire, du peuple en termes de souveraineté ou en termes d'autorité qui se construit et qui justifierait, comme chez Robespierre, le fait que parce que le peuple est le souverain et a conscience de sa souveraineté, alors il agit toujours dans un sens vertueux. Est-ce qu'on a ce type de raisonnement chez Harrington? Bon, pour Harrington, la souveraineté, elle est présente dans les parlements. La souveraineté, elle est dans les parlements. Le parlement, c'est la jonction du Sénat et de l'Assemblée du peuple. Il n'y a pas une définition de peuple chez Harrington, mais il y a une convention dans l'époque, par exemple Needham, d'autres républicains qui écrit dans la même époque, qui écrit aussi dans cette même année pour les parlements, pour influencer le Parlement. Needham, par exemple, il dit que la garde de la liberté doit être donnée au peuple. Il dit, quand je dis peuple, j'ai dit l'assemblée du peuple, l'assemblée des représentants du peuple. Donc, il y a quelque chose entre ces auteurs qui, quand ils pensent peuple, ils pensent déjà cette institution des représentants du peuple. D'accord, c'est pas Robespierre du tout, quoi. Non, c'est pas Robespierre du tout. C'est plus institutionnel. Dans la tradition anglaise, de toute façon, la souveraineté, c'est pas la souveraineté populaire. Dans la tradition anglaise, la souveraineté, c'est king in parliament. Oui. In parliament. Fait, oui. Donc c'est le parlement avec le roi. Voilà. Ouais, il a toute la première moitié du XVIIe siècle, il y a ce débat où se trouve la souveraineté chez les parlements, chez les rois ou chez les rois dans le parlement. C'est plus conventionnel dire que la souveraineté, c'est les rois dans les parlements. Quand les rois sont dans les parlements, on trouve la souveraineté. Mais chez Harrington, il n'y a pas de roi. Donc la souveraineté, c'est chez le Parlement, comme défendaient quelques autres, comme Parker, par exemple, Henry Parker. Et dans cette discussion, il dit clairement, non, la souveraineté ne réside pas dans les rois, dans les parlements, mais seulement dans les parlements, dans les représentants du peuple. Et il me semble que Harrington suit Parker, parce que dans les modèles de Harrington, les pouvoirs exécutifs est seulement une magistrature, c'est un magistrat. La souveraineté, elle réside dans les parlements, dans la jonction entre le Sénat et l'Assemblée du peuple, ensemble. Les seuls à l'époque qui défendent l'idée de souveraineté populaire et qui le disent, et c'est une rupture, les seuls, c'est les niveleurs, enfin certains niveleurs, pas tous les niveleurs. Oui, c'est les niveleurs. Mais dans les débats de Pottmeyer qui sont bien connus, il y a ce débat. Il y a ce débat, souveraineté du peuple, mais il y a que les niveleurs, en fait, et encore pas tous les niveleurs. Oui, pas tous. Ouais. Il y a des changements. Livonne, par exemple, d'abord dit ça, après il change d'avis. Il y a ces changements d'accord les circonstances de débat.